sommes très heureux de se rencontrer autour de cette table ronde qui s'inscrit dans un projet de développement personnel que la SBL a initié depuis quelques années. Le projet de développement personnel a plusieurs buts. Contribuer au bien-être de soi-même et des autres, créer un espace d'échange interculturel, de ressourcement et d'écoute où chaque personne se sent entièrement en confiance, objet de respect et de reconnaissance. Mettre en œuvre des méthodes de développement personnel à même de satisfaire les besoins de tous, d'honorer et de respecter les valeurs de chacun. Créer un lien de proximité au service de l'échange interculturel dans l'environnement immédiat de la SBL et à Bruxelles en général. Faciliter à toute personne l'accès au développement personnel et au bien-être, quelle que soit son origine, son genre, sa confession, ses ressources financières, parce que le problème de développement personnel, c'est la ressource financière surtout. Et je vois plusieurs visages qui ont suivi des formations en communication non violente, en particulier ici à la SBL. Voilà, donc cette conférence, les blessures de l'âme, ça s'intitule, s'inscrit sous ce projet-là donc de développement personnel. Nous sommes très heureux d'accueillir le professeur Yacoub Mahi et Madame Dominique Twissen, qui vont aborder le sujet de deux angles différents. L'angle théologique, l'islam et la vision de l'islam à la psychologie et aux blessures de l'âme en général et à la psychologie en général plutôt. Et Madame Twissen Dominique qui va aborder vraiment c'est quoi les blessures de l'âme dans la psychologie, quelles sont ses origines et ainsi de suite. Il va aborder pas mal de sujets. Puisqu'on est en retard, je ne vais pas tarder. Madame Dominique Twissen est psychothérapeute et formée à l'approche systémique et à la thérapie familiale. Elle reçoit en visite privée, individuelle, de couple, familiale depuis 2004. Elle a également travaillé pendant 11 ans, plus de 11 ans auprès des adultes, d'enfants handicapés, ainsi que dans l'aide à la jeunesse. Elle est cofondatrice de réseaux santé mentale et spirituelle, et elle est active au sein de la communauté musulmane à travers ses écrits, ses conférences, ses interventions. Barakallahu fiha, je ne vais pas prendre longtemps la parole, je vais lui céder la parole directement parce qu'on est un peu en retard et donc on est impatient de l'écouter. Barakallahu fiha. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord que la paix de Dieu soit sur toutes mes sœurs et tous mes frères. Que la paix d'Allah soit aussi sur notre prophète et puis sur les compagnons, sur nos prédécesseurs et puis sur tous les prophètes qui permettent que nous restions en lien, qu'on se retrouve fil Jannah, Inch'Allah. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, les blessures de l'âme. Les blessures de l'âme, évidemment, on va parler, comme on explique en sous-titre, comment est-ce qu'on va pouvoir agir avec amour et dignité face aux conséquences des différents traumatismes qui peuvent affecter l'être humain, aussi bien qu'il s'agisse de violence, de maltraitance ou bien des cas les plus graves, les cas d'abus. Alors pour comprendre comment notre âme peut subir certaines blessures ou des traumatismes, il faut remonter un tout petit peu au tout début de notre existence, quand on est des tout petits bébés, et comprendre un petit peu les besoins qu'on a à ce moment-là. Alors un petit humain, il arrive au monde et il est complètement dépendant des adultes. Sa survie, elle dépend à 100% des gens qui vont accepter de le prendre en charge, du lien qui va se créer avec les adultes. Idéalement avec sa maman, puisque c'est du ventre de la maman que le bébé sort, mais également le père, par la suite. Le tout premier lien, c'est avec la maman, ou avec les personnes qui vont le prendre en charge quand il arrive des accidents de la vie, des mamans qui disparaissent, ça arrive aussi. Le besoin principal de l'humain, ce sera le besoin de sécurité. C'est un besoin qui commence tout petit, et c'est un besoin qui va habiter l'être humain pendant toute sa vie. Ce besoin de se sentir en sécurité, en tout cas un minimum de sécurité, même si après on peut relativiser quand on est adulte. Et le moyen de parvenir à ce sentiment de sécurité, ça va être l'attachement. Cet attachement qui va se produire entre la mère, le bébé et puis les autres personnes autour. Il y aura aussi quelque chose qui va contribuer très très fort au lien de sécurité. Je le développe dans d'autres conférences, ici je le dis de façon rapide parce que c'est important d'avoir ça en tête quand on va aborder certaines choses. Donc l'attachement d'une part et puis aussi d'autre part les limites.
des limites qui vont être incarnées par des adultes solides et cohérents. Et ça, c'est quelque chose qui, par rapport au sentiment de sécurité, est primordial aussi. Et puis, ce qui va aussi contribuer au sentiment de sécurité, c'est l'apprentissage de l'autonomie, des responsabilités progressives, le développement de la confiance en soi, etc. etc. Tout ça va contribuer à ce qu'on se développe en tant qu'adulte avec un sentiment de sécurité qui va nous donner suffisamment de sérénité. Alors l'enfant, il n'est pas une page blanche non plus quand il arrive, même si ça a pu être évoqué à certains moments. L'enfant, d'abord, il est doté d'une nature particulière. Pour ceux qui ont déjà des enfants, qui ont connu des enfants autour d'eux, vous pouvez avoir 3, 4, 10 enfants qui naissent dans la même famille. Chaque fois, vous êtes surpris parce que c'est un petit être humain qui est tout à fait, comme Dieu le dit dans le Coran, un être complètement distinct des autres. Et puis, on se rend compte que c'est chaque fois une rencontre et qu'il est déjà là avec quelque chose qui lui appartient à lui en propre, que Dieu lui a donné, et puis ce qu'il aura aussi hérité de génération en génération. On sait qu'il y a des choses qui passent, on s'en rend compte de plus en plus. Et donc, c'est avec tout ça, déjà, que le petit humain arrive au monde. Et puis, la personnalité va se façonner au travers des différentes expériences. Alors, l'enfant, il naît avec la faculté de faire le bien ou non. Hein, ça, c'est, voilà, les fameux... Moi, je dis toujours qu'on est toute notre vie face à des Y. Là, je fais pas, je vais par là, etc. Et voilà, il faudra qu'il développe ce qu'on appelle en psychanalyse son surmoi, hein, c'est-à-dire une certaine conscience morale aussi. Et puis il va être façonné tout au long de sa vie en fonction de sa nature particulière et de toutes les expériences aussi qu'il va faire, de l'éducation qu'il va recevoir aussi de ses parents. Et les expériences, il y aura des expériences positives et puis il y aura des expériences négatives, on va dire en tout cas des épreuves plus ou moins importantes qu'il fera. Et puis là, on verra que quand on parlera de maltraitance, ça va jouer tout son rôle. Donc ça, c'est ce qui va faire un petit peu tout ce qui va constituer la personnalité en fait de l'être humain. Alors, à l'origine des blessures de l'âme, on va trouver ce qu'on appelle en psychologie les traumatismes. Alors, on utilise souvent une petite abréviation des traumas pour parler plus vite. Donc si je dis traumatisme, c'est exactement la même chose. Et on va avoir une distinction importante à faire entre des choses qui sont traumatiques par essence, c'est-à-dire que si je vous parle d'un tremblement de terre, ça va être évident pour tout le monde que c'est quelque chose qui secoue. Et que ça c'est quelque chose qui est traumatique. Si je vous parle d'un grave accident de voiture, dans lequel on voit des choses terribles, c'est forcément traumatique par nature. Et puis, on a des traumatismes qui sont des choses qui font trauma, alors qu'en apparence, elles sont complètement anodines. C'est-à-dire qu'une maman, si on a un enfant qui est peut-être un tout petit peu plus fragile au niveau de l'attachement, les choses ne se sont peut-être pas trop bien passées, peut-être des petits accidents, et puis une maman va oublier de dire au revoir à un enfant, peut-être un jour elle est pressée, elle dépose à sa maman pour aller faire des courses ou que sais-je, et puis l'enfant va vivre une réelle situation d'abandon qui va faire trauma pour lui, alors que finalement il ne s'est rien passé de spécial, que maman qui est partie faire des courses, puis il a pleuré un peu, et puis ça va peut-être complètement passer inaperçu. Et de ces deux choses-là peuvent naître finalement les mêmes conséquences. Si vous avez quelqu'un qui est tout à fait bien dans sa peau, qui est très solide, il peut vivre un tremblement de terre et ne pas avoir de trauma. Ou un accident grave et ne pas avoir de trauma. Et tout comme une personne peut vivre quelque chose d'apparence anodine et que ça ait un impact particulier. Alors ce qui peut aussi faire, peut-être un mot sur ce qu'est un traumatisme, je sais que je dois le dire un peu plus tard, mais peut-être que ça va faciliter la compréhension de ce que j'explique. Quand on parle de traumatisme, on parle d'un événement qui quelque part survient dans notre existence et qui va nous secouer très fort psychologiquement. C'est-à-dire qu'il y a un avant, il y a ce qui se passe, et puis il y a un après avec des conséquences. Et ces conséquences, elles vont être diverses, ça je vais le développer par la suite, mais en tout cas le trauma c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui va nous changer en fait et qui va un petit peu quelque part dépasser notre capacité psychologique à absorber ce qui se passe. Donc notre psychologie, elle nous permet de nous adapter en permanence au monde qui nous entoure. Il se passe quelque chose, il pleut, je sors mon parapluie, si je vois qu'il y a de la neige, je sais que je dois mettre mes bottes, je vais faire plus attention quand je marche. Tout ça, ce sont des adaptations permanentes au monde qui nous entoure. Et ce qui va faire trauma, c'est quelque chose qui, quelque part, dépasse cette capacité. Ça va nous laisser un petit peu groggy. Et puis après, il faudra digérer. Alors,
Donc à l'origine des blessures de l'âme, on va trouver des traumatismes, on va trouver aussi des troubles de l'attachement. Donc quand on a des troubles de l'attachement, c'est-à-dire que dans la relation qui permet à l'enfant de se sentir en sécurité, il y a eu des couacs, des accidents, et bien la base de sécurité, elle est fragilisée. Et donc ça peut donner des troubles relationnels à l'âge adulte, par exemple. Notamment au niveau du couple, ou en tant que parents à son tour, les personnes qui ont ce genre de difficultés, eh bien, on peut dire que quelque part, elles sont en état de traumatisme par rapport à ça. Alors il y a tout ce qui peut survenir à l'origine toujours de ces blessures de l'âme, des accidents, des maladies graves, des handicaps. Là, c'est assez clair qu'on est aussi avec un avant, un événement qui survient, et puis il y a une perte en fait dans ces cas-là. Il y a aussi, et puis c'est plus peut-être là que je vais développer dans la conférence, 3 choses. C'est les négligences, les maltraitances et les abus. Alors les négligences, il s'agit d'un enfant qui va être trop peu investi par ses parents, peut-être des enfants qui vont être mal nourris parce qu'on ne va pas trop s'en occuper. Ça existe encore aujourd'hui, ce n'est pas des choses du temps de Zola, etc. Ça se passe ici en Belgique, y compris dans certaines familles de la communauté, et pas toujours parce que les gens sont mal intentionnés, ça il faut toujours le rappeler aussi. Donc, toujours dans la négligence, des enfants qui ne vont pas être très bien entretenus, au niveau de l'hygiène, on ne va pas trop faire attention, des enfants qui vont être livrés à eux-mêmes aussi, et c'est quelque chose qui peut relativement passer inaperçu dans certains cas, mais parfois les conséquences peuvent être importantes. En ce qui concerne le handicap mental léger, on se rend compte qu'il y a dans certains... Alors, toutes les personnes qui ont un handicap mental léger ne sont pas des personnes qui ont subi de la négligence, mais on va souvent retrouver de la négligence dans ce qui est à l'origine du handicap mental léger, puisqu'on ne va pas avoir suffisamment de stimulation, etc. Donc les conséquences de la négligence, même si c'est un peu difficile à définir, eh bien c'est quand même des conséquences qui peuvent être assez importantes. Alors la deuxième chose, c'est la maltraitance. Là, c'est un petit peu la gradation qui va souvent de pair avec la négligence. La frontière, elle n'est pas toujours facile à établir entre les deux. Et là, on va avoir un enfant qui va être objet de mauvais traitements. Alors, mauvais traitements avérés. Donc, on va avoir des coups, de la malnutrition, mais vraiment, voilà, des enfants qu'on met au pain sec et à l'eau, hein, ça arrive, on a de temps en temps des scandales qui explosent, et bien on est vraiment devant des cas de maltraitance, des sévices aussi, un petit peu des choses qui sont faites pour faire mal, de la négligence grave, et alors tout le volet des maltraitances psychologiques et des humiliations. Donc voilà, ça c'est aussi des choses qui sont à l'origine d'états traumatiques importants. Et puis la dernière catégorie, qui est la plus grave, c'est la catégorie des abus sexuels. Et ces abus-là, ils peuvent se produire soit dans la famille nucléaire, hein, dans papa, maman, au sein de la famille, ou alors dans la famille élargie, hein, à l'occasion de vacances, des séjours, des visites ou des choses comme ça, cousins, cousines, ou des oncles, des tantes, etc. Ou alors encore à l'extérieur de la famille. Et puis là, on a le milieu scolaire, dans le milieu social, dans le milieu sportif, ou alors des agressions, on va dire, plus accidentelles qui se produisent lors de certains déplacements, lors d'un déplacement aussi parfois occasionnel. Et donc ça, c'est la forme la plus grave de maltraitance qu'un enfant puisse subir. Alors, on parle de ces 3 choses-là, et on se dit, à partir de quand finalement on est là-dedans? Alors c'est sûr que ça demande toujours des analyses très poussées, et que je suis parfois un petit peu fâchée quand on nous donne des étiquettes trop rapides, parce que c'est vrai qu'avant de dire qu'on est devant la maltraitance ou des choses comme ça, il y a vraiment des éléments à prendre en compte, et en tout cas, toujours une étude posée, calme, des choses pour essayer de déterminer exactement dans quoi on est. Alors la négligence, elle commence à partir du moment où le défaut de soins va entraver le bon développement de l'enfant. J'en parlais tout à l'heure en cas de certains handicaps mentaux légers qui sont à l'origine dont la négligence est à l'origine, parce que dans ce sens-là. Donc à partir du moment où ce défaut de soins entrave le bon développement de l'enfant, particulièrement en ce qui concerne la sous-stimulation, les enfants, ils ont besoin d'être dans un monde
où leur intelligence est sans cesse nourrie et où ils sont stimulés. Regarde, ça c'est ceci, ça c'est cela. C'est comme ça qu'un enfant interagit avec son environnement. Un enfant que vous allez laisser sous-stimuler et finira par devenir un petit peu passif. Voilà, donc ça c'est par rapport à la négligence. La maltraitance, il faut là être très prudent et faire une grande nuance entre, je parlais tout à l'heure de coups, une gifle, c'est pas des coups. Hein, et il y a des gifles qui sont des coups, hein, on est bien d'accord. Et donc voilà, il faut. Alors moi ce que je propose pour faire la nuance, d'abord c'est de ne pas dramatiser la moindre gifle. Alors, la gifle c'est toujours un échec. Hein. C'est qu'on s'est énervé, c'est qu'en général on a perdu les pédales, c'est qu'on a trouvé que ce moyen-là pour faire stop à un enfant. Mais après, il ne faut pas non plus dramatiser. La gifle, c'est une manière physique de dire stop à un enfant. Puis à un moment, les mots, ça ne marche pas, et puis voilà, on est un petit peu plus énervé que d'habitude. Et là, il n'y a vraiment pas de drame, sauf s'il reçoit une gifle toutes les 5 minutes, ça c'est autre chose, mais dans l'absolu, une gifle isolée, une fois de temps en temps. Et d'ailleurs, il y a des enfants qui racontent, ou des adultes qui racontent avec des grands sourires comme ça, et qui me disent parfois, purée, ce jour-là, je m'en suis ramassé une, mais je n'arrive vraiment pas à voler, mais qu'est-ce que je les avais embêtés. Hein, donc on se rend compte que ce n'est pas toujours un énorme traumatisme de ce genre d'événement. Par contre, une fois qu'on arrive à donner des coups à un enfant pour se venger, ça arrive, ou pour se soulager soi-même en tant qu'adulte de sa propre colère, là, ça ne va plus. Et la limite, elle est là. Alors, toujours, quand j'aborde ce genre de choses, je propose, j'essaie d'inviter les personnes, si un jour ça vous arrive, au lieu d'attendre la prochaine fois que ça arrive, donnez un coup de fil à un psy, consultez, peut-être juste une séance pour mettre ça au clair, voir un petit peu ce qu'il y a derrière, et faire de la prévention, en fait, à ce genre de choses. Parce que c'est vrai que si ça arrive, c'est pas que si ça arrive une fois on va recommencer, mais si ça arrive, ça veut dire qu'à un moment il y a quelque chose dans notre système de gestion de la colère, la violence. Isabelle Filliosat, une dame qui a beaucoup écrit sur les questions d'émotions, etc. Et elle dit, je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit, que la violence, en fait, c'est l'échec de la colère. Ça, il faudrait toute une conférence pour développer ça. C'est vraiment... donc si ça arrive à des gens, il ne faut jamais hésiter de demander de l'aide pour y voir clair. Et puis, à partir de quand est-ce qu'on parle d'abus sexuels aussi? Là, c'est beaucoup plus clair. Autant je suis très nuancée en ce qui concerne la négligence, en ce qui concerne la maltraitance, parce que je pense qu'on ne peut pas donner comme ça des diagnostics. Par contre, l'abus sexuel, c'est surtout quand c'est entre un adulte avéré et un enfant, dès qu'il y a un passage à l'acte de la part d'un adulte ou d'un enfant plus âgé. Alors on parle d'une différence d'âge d'environ 5 ans, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui est complètement figé. Dès qu'il y a ce passage à l'acte par des paroles ou des gestes à caractère sexuel direct ou indirect, là on est dans l'abus, il n'y a pas de discussion, c'est clair, c'est net, c'est comme ça. On parle aussi, et là c'est beaucoup plus délicat, on parle aussi de climat incestuel. Alors ça c'est quand il n'y a pas vraiment de passage à l'acte, mais qu'il y a une intimité prolongée, une intimité qui est anormalement prolongée entre un parent et un enfant. C'est une intrusion dans l'intimité physique ou psychologique de l'enfant. Il y a des parents qui ont besoin de vérifier jusqu'à des âges avancés des choses anormales dans l'intimité de leur enfant, des cahiers intimes, on fouille, voilà, et parfois c'est dans les vêtements qui sont à la lessive, des choses comme ça, et donc on prive complètement l'enfant, le jeune adulte ou l'adolescent, c'est souvent l'adolescence que ça se passe, de son intimité, et là c'est déjà, c'est aussi plus difficile à déterminer. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'abus, on est avec des choses assez claires. Alors le traumatisme, c'est quelque chose qui est souvent multifactoriel. Ça veut dire qu'il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte. Alors la personnalité de base de la personne, de l'enfant, et aussi sa capacité, ce qu'on va appeler la capacité de résilience. Alors je fais une toute petite parenthèse, et puis c'est vrai qu'on reprendra peut-être dans d'autres conférences tous ces termes-là pour qu'ils soient bien expliqués, parce que ça demande des explications très fournies pour s'approprier ces concepts-là. La résilience, c'est une notion qui a été conceptualisée par un monsieur qui s'appelle Boris Cyrulnik. Et c'est un monsieur qui a adapté, si on veut, la résilience. Au départ, c'est une propriété physique pour ceux qui ont fait un peu d'études dans ce niveau-là. Et c'est la propriété du fer
qui, quand on le fait changer de forme, reprend sa forme initiale. Donc c'est pour ça que le fer, on le chauffe, hein, on forge le fer pour pouvoir lui faire prendre la forme qu'on désire qu'il prenne, sinon il revient à sa forme initiale. Et Boris Cyrulnik, il s'est interrogé sur un phénomène auquel il assistait. Alors lui, il a vécu la Shoah en tant que petit garçon, et puis il a vécu au milieu de gens vachement traumatisés, évidemment, par toutes les horreurs qu'ils avaient vécues, et il s'est demandé comment ça se faisait. Alors il est devenu neurologue, il porte 4 ou 5 titres de cet ordre-là, et il s'est demandé comment ça se faisait que certaines personnes qui avaient vécu des choses absolument atroces, horribles, mais finalement rebondissaient quand même. C'est-à-dire que c'est comme si on avait pris leur âme, qu'on avait pris leur psychologie, qu'on avait fait ça, et puis finalement, ben non, ils ne restaient pas tordus, et puis qu'ils reprenaient et ils redémarraient. Alors c'est sûr et certain que ça ne se fait pas gratuitement, que ça a un coût. Hein, que ce sont parfois des personnes qui ont tout un pan de leur vie qu'elles ne vont plus être capables d'investir peut-être, mais en tout cas, elles font quelque chose de leur trauma, elles rebondissent, elles avancent et elles continuent leur vie. Et cette capacité de rebondir comme ça, elle dépend principalement du réservoir affectif dont chaque personne dispose. C'est-à-dire que si, petit enfant, j'ai grandi dans une famille aimante, dans une famille soutenante, dans une famille saine, dans une famille où j'ai pu être nourrie affectivement, il y a beaucoup de chances que si un trauma survient dans ma vie, je vais plus facilement être résilient, c'est-à-dire que je vais plus facilement pouvoir rebondir. Tandis que si je suis avec des gros manques, des troubles de l'attachement, un certain vide affectif, ça va être beaucoup plus compliqué pour moi de rebondir. Ça, c'est une chose qui va déterminer plus ou moins la capacité de certaines personnes à rebondir. Et puis, il y a aussi une notion très très importante, et là, tous les gens qui sont en contact avec des enfants qui ne sont pas les leurs et qui à des moments ressentent du découragement, je voudrais bien que ça vous repartiez avec. C'est la notion de tuteur de résilience. C'est-à-dire qu'on se rend compte que sur le parcours de l'enfant, même s'il y a des choses très très graves qui se passent dans sa vie, sur le parcours de l'enfant, il va se trouver des personnes qui vont, par un mot, un geste, une phrase, donner quelque chose à l'enfant qui va rester marqué positivement dans sa mémoire et qui peut-être un jour fera la différence. Alors on parle de jeunes qui, par exemple, font un braquage, un casse, un truc comme ça, ils ont le revolver en main, et c'est parfois la phrase du prof qui a dit « Purée, là, t'as cartonné dans ton devoir, quoi. C'est vraiment super chouette ce que t'as fait ». Et parfois, c'est cette phrase-là qui fait que le gars tire pas, et qu'il est simplement un voleur qui ne devient pas un meurtrier, par exemple. Et donc, donc ça, quand on a ces sentiments d'impuissance, se dire que même quand on voit des enfants se dire « Miskin, il n'est pas bien », etc., il faut juste prendre l'habitude de semer des choses, et puis peut-être que ces choses, un jour, elles feront la différence. En tout cas, pour ceux qui s'intéressent à ce domaine-là, c'est un auteur qui vaut vraiment la peine d'être étudié, parce qu'on se rend compte que nos actions prennent beaucoup plus de sens par la suite. Alors, ce qui se passe lors d'un trauma, je le disais tout à l'heure, c'est l'avant, l'événement qui survient, et puis l'après. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre psychisme, il va avoir besoin d'aménager des stratégies pour supporter une douleur qui est, par essence, au départ, insupportable. Quand un papa, qui est une personne qui devrait être protecteur, etc., commet des choses irréparables, c'est sûr et certain que pour l'enfant, il y a quelque chose qui se fracasse. Si je suis en bonne santé, que tout à coup j'attrape une maladie, qu'à cause de cette maladie on doit m'amputer d'un membre ou de quelque chose qui est d'une partie de mon corps qui est importante pour moi, eh bien je vais subir quelque chose qui va faire intrusion, qui va me fracasser psychologiquement. Et puis le psychisme il digère petit à petit. Alors le psychisme, il va mettre un tas de stratégies en place, et notamment, il y a une stratégie qu'on entend beaucoup dans les cas de maltraitance, dans les cas d'abus, c'est l'amnésie, c'est-à-dire qu'on va oublier. Alors c'est pas qu'on va oublier dans l'absolu, c'est que simplement, on va ranger ça dans le psychisme, il fait le tri. Il se dit, ça je peux supporter, ok je digère, je peux supporter le fait que je m'adapte à ceci, à cela, et puis à un moment, quelque chose dépasse la capacité, et le psychisme, il range. Si le psychisme il ne fait pas ça, en fait, il y a un moment, on arrive à des gens qui vont avoir des troubles mentaux très graves et qui peuvent avoir même des psychoses. Souvent, on a de la souffrance derrière toutes ces maladies-là. Mais si le psychisme fonctionne bien, il va
peut-être une des stratégies, donc et on va oublier. Alors ces stratégies-là, au départ, elles sont super efficaces, elles sont super nécessaires, mais le problème, c'est qu'à la longue, elles deviennent des handicaps. C'est-à-dire que quelqu'un qui a pris l'habitude de mettre les choses de côté, eh bien, va avoir des difficultés pour étudier, va avoir des difficultés pour fonctionner dans sa vie tous les jours, va commencer à oublier tous les rendez-vous. Et très souvent, les gens, on commence à parler de traumatisme de l'enfance quand les gens à l'âge adulte arrivent en consultation et disent « je sais pas, moi j'oublie tout, il se passe ceci, il se passe cela ». Et puis quand je questionne un petit peu, on me dit « non, non, tout va bien, moi j'ai une famille, machallah, impeccable ». Mes parents, ils sont formidables. Machallah, tant mieux, c'est bien. Et puis on continue. Et puis on se rend compte, tout doucement, qu'il y a quelque chose, parfois des gros secrets, parfois des choses un peu plus diffuses, mais en tout cas qu'il y a des choses qui ont vraiment heurté la personne. Et puis quand ça se passe dans la famille, c'est la répétition. Quand ça se passe dans la famille, c'est souvent plus occasionnel. Mais quand c'est à répétition comme ça, le psychisme, il a vraiment pris l'habitude de fonctionner. Et puis à un moment, cette stratégie-là, elle ne marche plus. Il y a aussi quelque chose qui, à un moment, ça commence à bugger. Et ça bug parfois au moment où certaines femmes deviennent mamans, ou certains papas deviennent papas. Et puis là, tout à coup, il y a des choses qui remontent comme ça à la surface, effectivement. Et donc, et c'est souvent à ce moment-là que les personnes vont consulter. Alors, il y a aussi quelque chose de très particulier, c'est que quand le trauma se répète, comme en cas de négligence, maltraitance ou abus, eh bien, la victime est aussi dans un milieu qui est complètement naturel pour elle. Ce qui explique que les enfants, souvent, ils n'ont pas l'air comme ça. Ils vivent des situations qui sont complètement anormales, mais pour eux, c'est la normalité. Ils vont se construire comme ça. Et puis, à un moment, ce qui va faire trauma, c'est qu'ils vont être confrontés à la normalité à l'extérieur de la famille. À un moment, quand ils vont commencer à fréquenter les petits copains et qu'ils vont se rendre compte que, tiens, tous les parents n'enlèvent pas leur ceinture pour battre leurs enfants quand ils rentrent de l'école, qu'il y a des parents qui attendent les enfants avec un bon repas à la maison, qu'il y a des choses comme ça, ou que tous les papas ne se glissent pas dans la chambre de leur fille la nuit, ou voilà, Et puis là, on se dit, il y a un truc qui ne va pas. Et le trauma, il se produit là, parfois aussi. C'est-à-dire que tout ce qui se passe avant constitue la normalité, et puis c'est seulement à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui va faire trauma. Alors les symptômes du traumatisme, je parlais de différents stades qui permettent de digérer ce qui est arrivé. Alors ce qu'on va trouver, c'est l'hypervigilance, quelqu'un qui fait attention en permanence. Hein. On va avoir des gens qui deviennent anxieux, d'ailleurs, comme ça. Quand c'est cette stratégie de défense-là qui a été mise en place. Des insomnies aussi. Les insomnies, souvent, elles vont de pair avec l'hypervigilance. C'est-à-dire que si je ne dors pas, il ne m'arrivera plus rien. Parce que si je dors, on va arriver pendant que je dors, parce que ça arrive parfois que certaines choses se passent pendant le sommeil. Des amnésies, j'en ai parlé. Des flashs aussi. Hein. Alors les flashs, ça fait souvent partie du syndrome de stress post-traumatique. Donc si j'ai vécu quelque chose qui a... Ça c'est beaucoup plus souvent quand on vit des attaques, quand on vit un accident, des choses comme ça. Notre psychisme, pour digérer, eh bien, on va avoir les choses qui vont revenir comme ça par flash, jusqu'au moment où... Et puis ces flashs en général, ils vont en diminuant, et puis on commence à digérer l'événement. Quand le trauma est répétitif, on va avoir des victimes qui vont vivre dans des états permanents d'hypervigilance. Ça va donner, comme je le disais tout à l'heure, parfois de l'anxiété. Et puis ça va devenir un mode de fonctionnement habituel, d'être comme ça tout le temps. Et puis ce mode de fonctionnement va peut-être générer des symptômes psychosomatiques, voire même parfois certaines maladies. Alors, peut-être, je vais essayer de finir dans 10-15 minutes. Les particularités de l'abus sexuel, c'est que c'est important d'en parler pour vraiment comprendre ce qui se passe pour l'enfant. C'est qu'on confronte un enfant à une activité qui est naturelle pour l'adulte, complètement, mais que psychiquement, un enfant il n'est pas du tout outillé pour vivre ça. Nous, quand on est adulte, on s'est développé, on a développé une certaine capacité de réflexion, une certaine maturité, et puis quand on vit notre sexualité à l'âge adulte, ça se passe relativement bien. Et puis un enfant, non, il n'a pas du tout... c'est pas son monde, en fait. Et souvent, à l'âge où ça intervient, les enfants sont dans ce qu'on appelle la période de latence.
parce que à partir de 5-6 ans jusqu'à la puberté, en général, les enfants ne sont pas trop intéressés par leur zone génitale, etc. C'est une période où ils sont un peu tranquilles par rapport à ça, ils sont occupés à plein d'autres choses, et puis boum, c'est souvent dans cette tranche d'âge-là que les choses surviennent, et puis là, forcément, on entrave complètement leur bon développement. Alors, ça concerne aussi bien les garçons que les filles, et c'est aussi bien fait par des hommes que par des femmes. Voilà, ça c'est, il n'y a pas de choses préconçues, ni en dehors de la communauté, ni dans la communauté. Dans une très grande majorité de cas, il s'agit d'un proche, ou bien d'une personne en qui l'enfant ou la famille ont confiance, forcément, puisque nos enfants, on les protège, on les garde avec nous, et souvent, le danger vient de l'intérieur. Alors, il y a une énorme confusion qui va se produire pour l'enfant, en lien aussi avec la manière dont l'abuseur va s'assurer de son silence. Alors ce sera soit des menaces, soit du chantage, soit de la prédiction que même si l'enfant parle, il ne sera pas cru. Et souvent ça marche, parce que quand l'enfant parle, il dit quelque chose d'impensable, donc forcément la première réaction qu'on a, c'est « t'es sûr ?» Si on se laisse aller, parce que c'est de la sidération, et c'est normal d'être sidéré, puisqu'on parle de choses qui sont impensables. C'est un trauma particulier qui va générer de la honte et de la culpabilité, puisqu'il y a des choses qui vont se passer de façon mécanique, des réactions corporelles qui vont se passer de façon mécanique, mais qui vont laisser penser l'enfant que finalement il a pris du plaisir et que finalement c'était quelque chose qu'il voulait. L'abuseur aussi se sert, il fait du chantage, il dit oui, tu aimes bien, tu as voulu, etc. etc. Et lorsqu'il s'agit d'un garçon qui est abusé par une femme, c'est encore plus compliqué, pour des raisons forcément physiologiques aussi. Voilà, c'est quelque chose, c'est un des traumas qui est vraiment le plus grave, qui provoque un séisme dans la psychologie de l'enfant, et aussi c'est un séisme pour la famille. C'est quelque chose qui va toucher. Quand on parle de séisme psychologique, un séisme, ça secoue, il y a l'épicentre, c'est l'enfant, et puis toutes les personnes qui sont autour de l'enfant vont subir aussi des répercussions de ce qui se passe. Alors évidemment, l'intensité, ça va dépendre de la forme, de l'abus, de la place que la personne avait pour l'enfant, etc. Il n'y a pas d'échelle de gravité, pour toutes les raisons que je disais tout à l'heure. Il y a des personnes qui vont être plus sensibles et d'autres qui vont être beaucoup plus résistantes en fonction de leur nature même. Mais en tout cas, c'est un choc, et puis c'est un choc qui va avoir toutes ces répercussions. Les conséquences de ces traumas dans leur ensemble, c'est de la confusion dans les rôles et les limites. C'est soit une inhibition au niveau de la sexualité, c'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui vont être, qui vont pas oser, qui vont plus vouloir, ou au contraire, on va avoir des réactions complètement opposées. Donc on a parfois l'idée qu'une victime, elle va être toute traumatisée, toute timide, et parfois c'est l'inverse qui va se produire. Comment ? Oui, même des gens qui vont développer un plan pervers de leur personnalité. Aussi de l'attrait pour la pornographie, pour ceux où ça a eu cet effet inverse, surtout chez les garçons. Et alors une estime de soi faible, très 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 faible. Alors voilà, il y a aussi une explication multifactorielle à tout ça, mais il y a toujours de la douleur psychique quand il y a maltraitance ou abus, toujours. Une personne qui est choyée et investie de façon saine par ses parents ne deviendra sans doute jamais une personne maltraitante, ou ne développera sans doute jamais de comportement sexuellement déviant. Mais sur une ligne du temps, la première personne qui souffre est celui ou celle qui produit de la souffrance. C'est quelque chose qui est très compliqué, parce qu'on se rend compte que c'est une chaîne sans fin. On se rend compte que les personnes qui produisent de la maltraitance, qui produisent ces comportements déviants, sont des personnes qui elles-mêmes ont subi quelque chose. Dans ce sens-là, c'est quasiment du 100%, ça dépasse les 90%. Dans l'autre sens, on évaluerait à quelque chose comme 8%. Alhamdoulilah. Donc ça veut dire qu'en aval, les personnes qui ont subi quelque chose ne vont pas forcément devenir maltraitantes, c'est une toute petite minorité. Mais dans celles qui passent à l'acte, elles ont quasiment toutes subi quelque chose aussi. Alors,
Oui, ça c'était pour le point, j'ai zappé le titre, c'était pour ça que j'ai pas été assez clair. Donc ça c'était pour expliquer comment certaines personnes développent ce genre de comportement. Alors à l'origine, comme je le disais, multifactoriel, souffrance psychique avec une répétition, et puis aussi de l'intolérance à la frustration, comme dirait Isabelle Filiosa, c'est l'échec de la colère. Et là aussi, il y a la question des limites, comment est-ce qu'on éduque à être capable de gérer les limites, à être capable de gérer la frustration, être capable de gérer sa colère. L'incapacité à gérer les émotions aussi, particulièrement cette fameuse colère, qui peut générer aussi des scènes de violence physique, verbale, psychologique. Voilà, les personnes elles ont besoin de faire mal pour montrer qu'elles sont là, qu'elles dominent, etc. etc. Voilà, et puis comme je le disais, la plus grande majorité des personnes qui passent à l'acte ont vécu, mais dans l'autre sens, c'est pas forcément comme ça. Alors il faut soigner des deux côtés, c'est important. Il y a pour le moment en Belgique des initiatives qui se sont faites, beaucoup après l'affaire du trou. Il y a beaucoup de choses, on a quand même regardé un tout petit peu plus tout ce qui se passait, il y a beaucoup plus de gens qui ont parlé aussi, et puis il y a des initiatives qui se sont faites, il y a tous les services, ça y est, ça va m'échapper, notre child focus, c'est quand les enfants disparaissent, il y a d'autres, pour les enfants, les maltraitances des enfants. Zut, tant pis, ça me reviendra. En tout cas, il y a des services qui prennent en charge les enfants qui sont victimes de maltraitance, etc. Et aussi des services qui prennent en charge les auteurs. C'est beaucoup plus difficile parce que psychologiquement, pour les soignants, c'est pas évident. Hein, parce que ce sont des gens qui sont... il faut se les coltiner. Moi, j'ai fait des formations par rapport à ça. C'est vraiment pas évident du tout. Mais en même temps, c'est le seul moyen d'essayer d'influer sur ce qui se passe, c'est enfin de regarder les choses en face et d'essayer de prendre en charge les gens qui produisent et aussi les victimes, parce que d'abord pour qu'elles vivent mieux, et puis pour que dans les victimes, on évite les peut-être 5-8% qui risqueraient de passer à l'acte. Si elles sont soignées, eh bien on va complètement inverser donc la répétition. La responsabilité de l'auteur, on peut expliquer, on peut trouver l'origine de certains comportements maltraitants, mais en tout cas, dans la toute grande majorité, les auteurs sont responsables de leurs actes. Ça, c'est clair et net. Vous savez, on n'est pas responsable de ce qu'on nous a fait quand on était petit, mais on est responsable, une fois adulte, de ce qu'on va faire de ça. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on se rend compte qu'on ne fonctionne pas bien, qu'on a des pulsions bizarres, qu'on a des pulsions de violence qui nous montent, peu importe le type de pulsion, en tout cas, on a la responsabilité à un moment de se prendre en charge aussi, d'aller vers des soignants pour pouvoir se guérir de ça. Et donc, effectivement, la prévention est extrêmement importante, ça c'est sûr et certain, mais pour que la prévention marche, il faut ouvrir les yeux. Et pour que la prévention marche, il faut que chacun et chacune, on se rende attentif, en tout cas, à la parole de certains enfants. Moi, j'ai parfois des gens qui me disent « je l'ai dit ». Je ne sais plus comment j'ai fait, mais je l'ai dit. Et puis, j'ai bien dit « moi, je l'ai dit à ma sœur ». Je ne sais plus les mots que j'ai utilisés, mais je sais que je l'ai dit à ma sœur. Puis, elle avait, je ne sais pas, genre 6-7 ans, sa sœur avait 3 ans et demi de plus qu'elle, mais elle était la grande. Et la sœur, elle n'a pas entendu, elle n'a pas compris ce que la petite fille essayait de dire. Et c'est vrai que quand ça arrive comme ça, bon là, c'est une petite fille de 10 ans, mais quand ça arrive, nous en tant qu'adultes, un enfant qui nous dit un truc, qui nous interpelle, ça vaut la peine d'être dans l'accueil pour que l'enfant puisse, en confiance, peut-être aller plus loin, peut-être pas ce jour-là, peut-être un autre jour, mais en tout cas, il faut ouvrir ses écoutilles. Parce que c'est la seule façon d'intervenir, c'est que la victime parle. Et le problème, c'est, alors, qu'on parle de violence, de négligence, de tout, hein, pas que de l'abus, en tout cas ça concerne tout ce qu'un enfant peut subir et qui n'est pas normal, on va dire, et qui va entraver son développement psychologique. Et pour que ça se passe, il faut qu'il sente qu'il peut parler. Mais le problème, c'est que certains auteurs de violence, de négligence, d'abus, etc., créent un certain chantage psychologique et établissent un climat dans lequel l'enfant ne se sent pas autorisé à parler, ou alors il croit, dur comme fer, qu'on ne le croira pas, qu'on va aller tuer ses parents. Ça, c'est le chantage, menace, etc. Et donc, il y a des choses
qui sont très très difficiles à surmonter psychologiquement pour l'enfant, ne fût-ce que pour qu'il le dise. Et c'est la seule façon d'intervenir, c'est le rigoleur de surprendre. Mais ça, en général, les personnes mettent tout ce qu'il faut en place pour ne pas que ça puisse être possible. On peut aussi, en prévention, c'est refaire de la place à tout ce qui est émotion, remettre aussi en œuvre les limites. On est dans une société actuellement où on a énormément de mal à mettre des limites. C'est comme si, par exemple, dans l'éducation se résumait à faire plaisir à l'enfant. Et donc, on cultive comme ça cette idée que c'est faire plaisir. Je ne sais pas, vivre dans le monde, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des satisfactions, mais en tout cas, vivre sur Terre, c'est pas juste consommer les satisfactions de la Terre, c'est obéir au décret divin qui dit tu es sur Terre, il y a tout ce qu'il faut, tu travailleras pour l'avoir, et c'est ça qu'on va transmettre à notre enfant, et pas les mettre dans des espèces de bulles complètement technologisées, avec je pousse sur un bouton, j'ai tout ce que je veux. Et bien ça, en faisant ça, nous allons lutter contre les déviances, parce que c'est sûr et certain que plus nos enfants sont là-dedans, et alors je ne vous parle même pas, parce que ça on pourrait faire toute une conférence là-dessus, de l'impact de la pornographie. La pornographie, elle a le même impact que l'abus sexuel, hein. C'est une intrusion de la sexualité adulte dans le monde de l'enfant. Un gosse de 10 ans qui regarde des trucs porno, il va avoir les mêmes symptômes qu'un enfant qui a été abusé. Donc dans quel monde est-ce qu'on prépare aussi pour nos enfants par rapport à ça? C'est un point de la prévention qui est extrêmement important aussi. Ce fameux sentiment de sécurité, soyons des adultes solides pour nos enfants. Les enfants doivent sentir qu'autour d'eux, ils peuvent venir et ils peuvent y aller. Même si on est dépassé par ce qu'un enfant vient nous raconter, simplement lui dire « Ce que tu me racontes là, ça me touche. Je ne sais pas quoi en faire maintenant, mais je t'ai bien entendu et on va aller chercher d'aide ensemble. » Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut prendre l'habitude de faire avec nos enfants. Mais certainement pas faire ça. Ce que tu me dis là, je ne peux pas l'entendre. Et bien l'enfant, du coup, il est juste abandonné avec ce qui lui arrive. Alors, la prévention aussi, c'est l'affaire des adultes et pas celle des enfants. Alors c'est sûr que quand on élève nos enfants, on va leur dire fais attention dans la rue. Si tu vas chercher le pain à 2 pâtés de maison, tu réponds pas aux inconnus, tu ne prends pas un bonbon de quelqu'un que tu ne connais pas. Enfin, je ne sais pas si on dit encore ça aux enfants, en tout cas on me l'a beaucoup dit, je l'ai dit à mes enfants aussi, fais attention, etc., etc. Mais en même temps, les enfants, ils doivent sentir que finalement c'est nous leur sécurité. Parce qu'à un moment, au lendemain de l'affaire du trou, il y a des gens qui ont cru qu'en allant donner, et moi j'étais effarée, au mois de janvier, j'allais faire une animation pour un groupe de sœurs, et puis elles me montraient les programmes d'éducation affective et sexuelle pour des enfants, des gens de 5e primaire, je ne sais plus quoi, et on leur parlait de machin, de viol, de choses comme ça. Je me dis, mais dans quel monde on vit? Comme si, en donnant de l'information aux enfants, ils allaient pouvoir mieux se protéger, parce que comme ça, ils allaient avoir conscience de ce qui risquait de leur arriver s'ils ne se protégeaient pas. Il y a un truc qui est complètement à côté de la plaque. C'est nous qui devons protéger nos enfants. Ça suffit, d'abord en nous éduquant, nous, en venant voir là où on a des failles, en essayant, autant que faire se peut, nous ne deviendrons jamais parfaits, mais d'y remédier. Et puis que les enfants sentent qu'on est là pour les protéger, et pas, enfin, on va donner un mode d'emploi à un enfant, alors que là, tu vois, si le gars te regarde comme ça pervers de tête. Enfin, moi je trouve ça aberrant. Donc c'est vraiment aussi un message que j'ai envie de faire passer par rapport à tout ça. Et puis, une remarque aussi, c'est qu'un milieu stable n'est pas forcément un milieu sain. Ça c'est aussi très important. Moi j'entends que dans certaines familles, enfin, la famille musulmane, comme toutes les familles, idéalement, devrait être une famille stable. Après, il arrive des épreuves de tout ordre. Et des décès aussi. Hein. Je veux dire, il n'y a pas que le divorce, le fléau, machin, etc. On se range beaucoup là-dessous. Et puis on dit, non, il faut absolument que ça reste stable. Et puis on se rend compte que des trucs stables, il se passe des choses, mais monstrueuses, complètement. Et que parfois, enfin, il vaut parfois mieux des familles éclatées et saines, hein, autant que faire se peut, bien sûr, que l'inverse. Après, la famille stable et saine, c'est évidemment la meilleure, quand c'est possible. Mais il ne faut pas se tromper de combat non plus là-dedans. Je pense que c'est une chose qui est très très importante. Alors, comment réagir ? Dès qu'il y a une certitude, il faut absolument réagir pour protéger l'enfant depuis la place où on est, et on fait ce qu'on peut faire, évidemment. C'est sûr et certain que dans certaines places,
on va se sentir un peu pieds et poings liés. Par contre, on peut s'adresser à des services spécialisés pour demander conseil, pour demander comment je peux faire, comment je peux réagir dans cette situation-là. D'accord ? C'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête, en tout cas. Même si dans un premier temps, on peut être déstabilisé. Quand il y a de la suspicion, c'est-à-dire quand on pense qu'il y a peut-être quelque chose qui ne se passe pas bien pour un enfant, il faut essayer aussi de créer un filet de sécurité autour de lui et la relation de confiance que j'évoquais tout à l'heure pour que l'enfant sente qu'il peut aller, qu'il peut déposer. Hein. Si on est dans cette position-là, eh bien, il faut agir comme ça. Et puis, voilà, ces services spécialisés que j'évoquais. Si un enfant vient nous parler, en fait, c'est qu'il nous fait confiance et qu'il pense qu'on va pouvoir l'aider. Ça, c'est important aussi de se dire. Si un enfant vous choisit, parce que c'est vraiment ça qu'il fait, l'enfant, eh bien, il faut essayer de garder ce lien. Vous ne pourrez peut-être pas réagir tout de suite, mais en tout cas, vous pouvez garder le lien avec l'enfant. C'est vrai qu'il ne nous laisse pas le choix, il nous désigne un petit peu responsable de sa survie, peut-être de demain, mais en tout cas, on a du coup la responsabilité, cette responsabilité d'adulte, de l'aider, et si on n'arrive pas, il faut nous faire aider pour pouvoir l'aider. C'est quelque chose de primordial. Accueillir le récit et essayer de ne rien remettre en cause. Il faut essayer de penser à ça. Je dis il faut essayer parce que parfois on peut soi-même être dépassé par l'impensable, c'est clair, mais en tout cas, autant que faire se peut, dire à un enfant « t'es bien sûr ?» Alors, en sachant comment la mémoire d'un enfant fonctionne, quand l'enfant vient... Moi j'ai en consultation parfois des gens qui me disent je me demande si j'ai pas rêvé. D'accord, vous aviez quel âge? Ah, j'avais 5 ans, 6 ans. Mémoire pas encore tout à fait bien établie, chronologie, c'est pas encore tout à fait clair, etc. Puis beaucoup des choses qui sont par flash aussi. On n'a pas ce fil comme ça historique qu'on construit seulement quand on est un peu plus âgé. Et puis se dire, rêver, on ne peut jamais rêver que de choses qu'on imagine. Je pose parfois la question aux gens, qu'est-ce qui, à 5-6 ans, vous aurait donné la faculté de rêver précisément de ça? On peut rêver parce qu'on nous a raconté l'histoire de monstres, alors on va rêver d'un monstre, on va rêver, je sais pas, de choses, mais rêver de choses qu'on ne connaît pas, ça me paraît relativement impossible. Voilà, donc effectivement, quand un enfant raconte quelque chose, d'abord on écoute, tout simplement, et puis on voit. Pratiquer l'écoute active, tout simplement, donner quelques réponses empathiques. Purée, ça a dû être vachement difficile, hein, ce que tu as vécu là. Juste ça, ça peut déjà suffire aussi pour que l'enfant se sente accueilli. Hein, distinguer aussi l'acte subi de l'enfant, c'est-à-dire qu'on n'est pas réductible à ce qu'on nous a fait. On n'est pas réductible à un problème qu'on a. Quelqu'un qui fait une dépression, c'est une personne qui a une dépression, c'est pas un dépressif. Un dépressif tout entier, donc ça reste une personne. Et en dehors de la dépression, pardon, quel beau lapsus, en dehors de la dépression, eh bien, ça reste une personne qui garde toutes ces caractéristiques de personne. Aussi, peut-être de dire à un enfant, tu es vraiment très courageux d'être venu me parler de ça. Vraiment, je sais pas comment je vais pouvoir t'aider, mais j'admire ton courage. C'est quelque chose qui est très très important aussi à pouvoir dire. Ou bien, ça me touche qu'une chose aussi difficile ait pu t'arriver, etc. Enfin, toutes des réponses comme ça, où finalement, on met des mots sur les choses, ça permet aussi de calmer notre propre émotion, de la partager avec l'enfant, parce que l'enfant, il va sentir évidemment qu'on est dans son émotion, etc., etc. Et puis, là, il faut que je clôture, parce que sinon, il n'y aura plus assez de temps pour... un mot sur la reconstruction psychologique. La reconstruction psychologique, c'est un processus qui prend du temps. Et souvent, il y a des personnes, quand on est dans des familles où on sait qu'il s'est passé quelque chose, alors on est là. Ça y est, t'es guéri? Je caricature un petit peu. Tu vas mieux? Ça y est? Bon, t'es allé voir la psy. Et quoi, maintenant ça va? Moi, j'ai des personnes qui sont en pleine reconstruction parce qu'elles ont vécu des choses très très graves. Ça prend des années. Vous pouvez imaginer quelqu'un, que ce soit en cas de maltraitance, quelqu'un qui a vraiment vécu des choses. La maltraitance, c'est intrusif aussi. Hein. C'est l'autre qui se sert de votre corps pour se calmer. Donc on est vraiment aussi dans quelque chose où on a été intrusé. Donc il faut reconstruire tout ça. On part sur des bases qui sont complètes. C'est comme si vous aviez un arbre qui avait poussé comme ça, avec des grosses... Vous ne savez pas pouvoir le remettre droit comme ça.
Il faut aider la personne à se reconstruire ses balises, à se reconstruire son jardin secret, etc., etc. Et ça prend des années, ça se fait par toutes petites touches. Moi je dis toujours que c'est de l'homéopathie, la psychothérapie. Moi j'ai des personnes qui viennent me voir depuis plusieurs années, mais pas tous les 15 jours, pas toutes les semaines, qui viennent me voir par coup. Quand elles sont prêtes à travailler quelque chose, ok. Et puis elles laissent aller 1 an, 6 mois, et puis elles reviennent tout doucement. Et puis si vous êtes là derrière en disant ça, t'es guéri, pas forcément. Et puis ça c'est chacun sa route par rapport à ça, c'est très important aussi. Ça c'est peut-être plus pour l'entourage. Voilà. Alors je termine mon intervention par ce que j'ai appelé un plaidoyer pour un monde meilleur. La maltraitance qui est faite aux enfants, c'est quelque chose qui reste vraiment du domaine de l'indicible, c'est quelque chose qui peut se dire difficilement. Et à ce titre, ce sera toujours délicat de parler de ça. On ne va jamais parler de ça comme ça, c'est clair. Parce que d'abord, on va devoir surmonter notre propre effroi. Hein, et que quand on est monsieur, madame, tout le monde, bon, nous, les psy, on est un peu plus aguerris à ça, mais je vous assure que chaque fois qu'on fait un récit, et j'espère, on ne s'habitue jamais. Voilà, je peux vous dire ça comme ça. Et donc, on doit d'abord surmonter notre propre effroi par rapport à tout ça. Même lorsqu'il s'agit de notre propre enfant qui est une victime, et surtout lorsque le conjoint fait partie de la famille, évidemment. Beaucoup d'adultes en souffrance aujourd'hui sont des anciens enfants négligés, maltraités ou abusés. C'est une réalité. Une famille où se produisent des abus sexuels explose le jour où l'adulte franchit la limite, et pas le jour où l'enfant révèle ce qui s'est passé, où le jeune adulte révèle ce qui s'est passé dans son enfance. Parce que ça, c'est quelque chose qui freine parfois les gens pour aller se soigner, parce qu'ils pensent que ça va exploser à ce moment-là. Et c'est pas vrai. La famille, elle a explosé avant, et la famille, elle devient comme un fruit qui est une coquille vide. À l'intérieur, tout est desséché. Et effectivement, on va avoir quelque chose qui va exploser le jour de la révélation, mais c'est pas la révélation qui fait exploser, ça a explosé avant. Parce que dans les familles, il y a des secrets, des choses comme ça, il y a tout est tapis. On sent, ça sointe, comme on dit chez les psys. On sent que le secret, il est là quelque part. Voilà. Cette conférence, eh bien, il fallait la faire, je pense que, et j'espère qu'on aura l'occasion de la refaire ou d'en refaire en tout cas pour véhiculer ces choses-là. Je la dois à tous les enfants qui ont été maltraités, je pense qu'on le doit tous, par rapport à ce qu'on peut faire, on la leur doit. Et donc, voilà, je pense que à toutes ces personnes que j'ai essayé d'aider, à une jeune femme en particulier à laquelle je pense, et vraiment, chaque fois que Dieu me permet d'aider un ancien enfant maltraité, abusé, à vivre une vie plus normale, à soulager ses blessures, eh bien c'est une victoire sur cet terrible fléau. Moi je remercie Dieu tous les jours de pouvoir faire ça, et j'espère que mais chacun, chacune de votre côté, si un jour vous êtes confronté à des choses comme ça, peut-être qu'une petite phrase que j'ai pu dire aujourd'hui va vous aider ce jour-là, peut-être pour aider un enfant. Et puis c'est comme ça, le monde, l'océan il est composé de gouttes et pas de tonneaux, d'accord ? Et donc ne vous pensez jamais pas suffisamment bon pour faire quoi que ce soit, vous pouvez tous apporter quelque chose, Inch'Allah. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et Dieu est tout ça.